Bienvenue à tous, je suis ravie de vous accueillir sur Pépin Podcast, qui a pour mission de mettre en avant des héros ordinaires. Les personnes que vous allez entendre ont décidé de se battre chaque instant dans un quotidien bouleversé par une maladie, un accident, un handicap ou une épreuve qui a chamboulé leur vie. Je m'appelle Pauline, je suis sensible depuis toujours aux histoires et parcours de vie atypiques et j'ai décidé qu'il était temps de mettre à profit mon accent chantant pour faire ce que j'aime le plus au monde. Partager et échanger avec des personnes remarquables et inspirantes. J'espère que ces témoignages vous aideront à mieux vivre vos petits et grands pépins. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous proposer le témoignage plein de vie de Morgane, une jeune femme de 40 ans qui a été victime d'un AVC en 2013, à la suite duquel elle a dû se battre pour tout réapprendre. Tout d'abord, nous avons évoqué les circonstances de son accident, ainsi que sa longue reconstruction physique et psychologique. Puis nous avons parlé de son rôle de maman, de lithothérapie, de sophrologie, de sport aussi, sans oublier son rôle de représentante départementale de la Loire au sein d'APF France Handicap, afin de constituer des groupes de parole concernant l'AVC partout en France. Mais je n'en dis pas plus et je vous laisse découvrir ma conversation avec Morgane. Bonjour Morgane et merci d'avoir accepté de répondre à mes questions. Tu as été victime d'un AVC en 2013 à l'âge de 32 ans. L'AVC est la 3e cause de mortalité en France et la première cause d'handicap. Il y a une victime d'AVC toutes les 4 minutes. Je voulais commencer le podcast en donnant ces chiffres, pas très réjouissants, pour marquer les esprits, mais aussi pour vous exprimer toute mon admiration et ma gratitude de vous recevoir aujourd'hui sur le podcast. Ah, tu vas me faire pleurer. Ah non, pas dès le début. Non, on va éviter. Donc vraiment, vous êtes une femme hyper courageuse, on va le voir tout au long de votre parcours. Donc en préparant cet épisode, j'ai lu une étude menée en 2020 par Santé publique France qui explique que la moitié des personnes interrogées ne savaient pas qu'un AVC se situe uniquement au niveau du cerveau. Donc avant de commencer, il me semble important de vous demander, pour clarifier les choses, si vous pouvez nous expliquer ce que veulent dire les lettres AVC et ce qui arrive concrètement à une personne qui en est victime. Donc, un AVC, c'est un accident vasculaire cérébral. Et donc, dans mon cas, parce qu'il y a deux types d'AVC, il y a l'AVC ischémique qui est un thrombus, un caillot qui monte au niveau du cerveau et qui bouche les artères ou une veine. Et puis, il y a l'AVC hémorragique, où là, c'est une veine ou une artère du cerveau qui pète. Et donc, voilà, ça saigne dans le cerveau. Donc, moi, dans mon cas, c'était un thrombus, donc un caillot qui est monté au cerveau et qui a bouché l'artère sylvienne droite. Donc voilà, gros souci. Normalement, je ne devrais même pas être là. Est-ce que vous connaissez les facteurs de risque, quelques facteurs de risque de l'AVC et est-ce que vous aviez des facteurs de risque justement? Alors donc dans les facteurs de risque que je connais, donc il y a tout ce qui est le surpoids, tout ce qui est quand on a beaucoup de graisse dans le corps qui peut créer des caillots liés. Je trouve pas mes mots, c'est comment dire, ça crée au niveau des artères. Elles se bouchent automatiquement. Donc il y a le tabac aussi. Après, il y a tout ce qui est les problèmes aussi au niveau du cœur, type arythmie, voilà. Mais alors, j'avais rien de tout ça. J'étais en pleine forme. Oui, vous étiez jeune et en pleine santé, quoi. Oui, tout à fait. Et dans votre cas, on sait quelle est la cause? On vient enfin de la trouver là cette année parce qu'il y a eu une étude qui a été menée dans le monde. Et donc, sur les 5 études qui ont été lancées dans le monde, ce qui revient, c'est que chez les jeunes victimes d'AVC comme moi, où il n'y a pas de cause, en fait, c'est une petite malformation qu'on a au niveau du cœur qui est un FOP-ASIA. C'est un petit trou entre les 2 ventricules qui, normalement, à la naissance, se bouche. Et dans mon cas et dans d'autres cas qui a été retrouvé, en fait, ce trou ne se bouge pas et ça peut créer un caillot, du sang qui reste un petit peu trop longtemps dans l'un des ventricules et qui peut créer ce caillot. Donc, du coup, là, je vais me faire opérer à la rentrée pour boucher ce petit trou. D'accord, parce qu'il y a un risque de récidive, du coup, lié à ce petit trou? Tout à fait. Et en fait, ils ont vu avec les études menées dans le monde que chez les jeunes victimes d'AVC, chez qui on a bouché ce trou, il n'y a pas de récidive. Donc, j'y vais, parce que malgré mon traitement, j'aime mieux prendre toutes les précautions pour pas que ça se reproduise, parce que j'ai pu surmonter un AVC, mais je n'ai pas envie d'en surmonter un deuxième. Et est-ce que justement, vous allez pouvoir arrêter le traitement une fois que cette opération aura été faite?
Donc, au niveau du traitement, je vais avoir un traitement beaucoup plus lourd, plus léger, pardon, au niveau de tout ce qui est anticoagulation, hein, le traitement anticoagulant. Bah, ça va être beaucoup plus léger, c'est top. Avant de nous raconter ton accident, est-ce que tu peux nous dire quelle femme tu étais avant, quel rythme de vie tu avais, est-ce que tu avais des enfants, un travail, des passions, etc. Bien sûr. Donc, bah, comme je disais au départ, j'ai 40 ans, je suis maman de 3 enfants. Et avant mon AVC, j'étais une femme active. Je travaillais, enfin, j'étais en pleine reconversion professionnelle pour devenir infirmière. Et le poste que j'occupais avant de rentrer à l'école infirmière, c'est j'étais coordinatrice boutique, c'est-à-dire responsable boutique dans le prêt-à-porter. Donc voilà, plutôt active. À côté de ça, bah, qu'est-ce que je faisais? Je marchais beaucoup, je jardinais. Enfin, j'étais une femme, voilà, une maman. Mais j'avais des activités sportives, voilà. Beaucoup de vélo et beaucoup de marche surtout. Est-ce que avant ton accident, tu as senti des signes précurseurs? Comment tu te sentais dans ton corps, dans ta tête? Puisqu'on dit aussi que une des causes de l'AVC, c'est le stress. Comment tu te sentais les jours, les semaines, les mois avant ton accident? Bah, en fait, juste avant mon accident, j'avais accompagné ma maman en fin de vie à domicile. Donc, j'étais sa petite infirmière, vu que j'étais en école infirmière, ça la rassurait. Donc, si tu veux, la semaine, j'étais en école infirmière à faire ma formation. Et les week-ends, j'étais chez ma maman à l'aider. Donc, vu qu'elle était hospitalisée à domicile. Donc, du coup, bah, j'avais pas le temps de me reposer, hein. J'avais, je trouve pas mes mots, mes tests, mais aide-moi. Mes examens? Oui, j'avais mes examens pour passer en deuxième année infirmière et tout, donc c'était très lourd, hein, parce que c'est une formation qui est conséquente. Donc, bah, beaucoup, beaucoup, beaucoup de stress. Et en plus, je devais me séparer de mon ex-mari. Donc, je te dis pas l'ambiance en plus à la maison. Donc, c'était la totale. Et en fait, j'ai perdu ma maman un mois avant mon AVC. Donc, je me suis retrouvée bah, voilà, entre le deuil, La la séparation, séparation, le les enfants, j'en quotidien. pouvais plus. Je sentais que j'allais péter le câble, de toute façon. Donc, bah ouais, ça a pété, c'est le cas de le dire. Et est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé le jour de votre accident, de votre AVC? Oui, oui. Donc, bah, à savoir sur les signes précurseurs que tu m'as demandé, une semaine avant mon accident, j'avais des signes, c'est-à-dire que j'avais des troubles visuels qui ne duraient pas. J'avais aussi des troubles d'arythmie. En fait, je sentais mon cœur vraiment qui tapait très fort dans la poitrine alors que j'étais assise, des choses comme ça. Et aussi, au moment de me lever le matin, j'avais une sensation, tu sais, de membre endormi, tu sais, comme si je m'étais mal, j'avais dormi trop longtemps sur mon bras. Bon, je me disais, c'est pas grave, ça va passer, quoi. Donc voilà, ça a été quand il y avait des signes précurseurs et j'y ai pas fait attention parce que bah, j'étais fatiguée, parce que j'étais dans mon rythme de boulot, enfin voilà, de maman, voilà. Et le jour de mon AVC, en fait, si tu veux, la veille, je me suis couchée avec un gros mal de tête auquel je n'ai absolument pas fait attention parce que j'étais quelqu'un qui faisait des, comment on appelle ça? Des migraines? Ouais, j'étais une migraineuse à la base. Donc bon, je me suis dit, allez, une migraine de plus, j'ai pris mon petit médicament pour mon mal de tête et voilà, je suis allée me coucher. Et le matin, en fait, je me suis levée avec encore un gros mal de tête et puis vraiment le membre, le bras tout endolori. Et je suis partie pour, il était quoi, 6 heures du matin, je suis partie pour prendre ma douche comme tous les matins. Sauf que je me suis effondrée dans la salle de bain. Comme une merde, c'est le cas de le dire. Voilà, je suis tombée. Je suis tombée, donc je pense que j'ai dû faire beaucoup de bruit, donc la famille m'a entendue. Et bon, bah, sauf que bah, les ambulanciers n'ont pas pu venir tout de suite parce qu'ils n'ont pas eu la bonne information. Donc je suis restée très longtemps à attendre. Voilà. Donc bah, le caillot a eu le temps de faire les dommages qu'il fallait, de bien boucher, voilà. Oui, parce que dans le cadre d'un AVC, le temps est hyper important. Hyper important, chaque seconde compte parce que plus, si tu veux, le caillot reste, plus ben, il tue des neurones. Donc, bah, quand on tue des neurones, c'est pas que tu deviens une grosse débile, c'est que bah, les neurones servent à la motricité. Donc voilà, comme marcher, utiliser mon bras et tout, bah, ça a eu le temps de tout bousiller. Et est-ce que vous vous souvenez de quand les secours sont arrivés, est-ce que vous avez quelques souvenirs ou vous étiez totalement inconsciente? Donc, au moment où les secours sont arrivés, les ambulanciers sont arrivés, je ne voyais plus, mais j'entendais. La seule chose que je répétais, c'est que j'avais pas pris de médicaments et que je maîtrisais plus mon corps. Voilà. Et est-ce que à ce moment-là, vous avez compris ce qu'il était en train de vous arriver? Non. Absolument pas. Non, 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 non. Pourtant, j'étais dans le milieu infirmier, donc bah, j'avais étudié les AVC, justement.
Mais voilà, bah, comme beaucoup, quand tout va bien, on ne pense pas que ça peut nous arriver aussi. Donc, Mais surtout en tant que femme, jeune, bon, même s'il y avait beaucoup de fatigue, beaucoup de stress, mais c'est vrai que... je ne captais pas, quoi. Je ne comprenais pas pourquoi mon corps ne répondait pas, hein. Je disais, comme la seule chose que j'étais capable de dire, c'est que bah, voilà, ma jambe ne répondait pas. Parce que bon, bah, je ne voyais pas que j'étais incapable de dire que mon bras non plus ne répondait pas. Je n'arrêtais pas de dire que je n'avais pas pris de médicaments parce que ben, sur le coup, l'information qu'ils avaient eue, c'est que c'était une tentative de suicide, une TS. Donc voilà, d'où la demande de si j'avais pris quelque chose qui pouvait. Et non, bah, c'est la seule chose que je ferais. Voilà. Après, j'entendais, à partir du moment où je pense que je ne pouvais plus m'exprimer, je continuais à entendre. Et donc, j'ai entendu quand j'étais dans l'hélicoptère, parce que, en fait, si tu veux, j'ai été emmenée de mon domicile aux urgences de l'hôpital de là où j'habite à Rouen. Et quand ils m'ont vue aux urgences, ils ont vu que c'était trop tard. Donc, ils m'ont élitroyée à Saint-Étienne, une grosse ville plus grosse à côté de chez moi. Donc, j'ai entendu encore, même dans l'hélicoptère, je ne voyais rien du tout. Je me rappelle juste que j'avais froid et que j'avais l'impression de tomber dans un puits sans fond. Et j'entendais que voilà, ils allaient me poser une VVC, une voie veineuse centrale. Et dans ma tête, la seule chose que je me disais, parce que je me rappelais quand même de mes cours, c'est que j'étais dans une belle merde. C'est tout. Est-ce que ton pronostic vital était engagé? Bien sûr, parce que ben, en fait, le corps médical avait transmis à mon ex-mari que de toute façon, je n'allais pas passer la nuit qui arrivait. Donc, ils avaient même rendu, enfin, d'après les retours que j'ai eus, mes effets personnels. Et donc à la suite de ça, est-ce que tu as eu une période de coma? Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Ben, en fait, il s'est passé que bah, je suis arrivée en réanimation à Saint-Étienne et il y avait deux voies pour eux qui se sont ouvertes. Ils m'ont observé, en fait, ils m'ont gardé en examen. Ils ont essayé de me faire baisser ma douleur parce que je me plaignais beaucoup de ma tête. Et ils ont attendu, parce que sinon, il fallait me faire, enfin, il y avait l'option de me faire une craniectomie pour essayer d'aller enlever le caillot, parce qu'il n'était plus possible de le dissoudre, il y avait trop de temps qui s'était passé. Et en fait, ils ont décidé de ne pas le faire parce que ça allait causer encore plus comment dire, de De dégâts? séquelles, Oui. ouais, de dégâts que bah, qu'est-ce qui est en train de se passer. Donc, c'est soit me laisser partir tranquillement, voilà, ils ne voulaient pas non plus que je sois un légume. Ce qui s'est passé, c'est qu'autour du caillot, il y a eu un ensemble de des petites voies veineuses qui se sont créées pour en fait faire passer un petit peu de sang quand même. Ça, c'est cool. Et donc, progressivement, j'ai pu retrouver, comment dire, j'ai pas comaté, j'ai comaté un moment, mais progressivement, j'ai pu revenir, quoi. Mais voilà, j'étais, enfin, je sais pas, je sais plus combien de temps ça a duré, vu que je suis restée en réanimation une bonne semaine. Et ensuite, j'ai été placée en soins intensifs où voilà, je reprenais conscience. Je me nourrissais pas, voilà, j'étais sous. On me nourrissait par voie veineuse, voilà. Et donc en fait, t'as pas eu d'opération. Ça s'est résorbé, on va dire, tout seul. Bah ouais, en fait, vu qu'il y a eu ce qui s'est passé autour du noyau a quand même permis de faire passer progressivement un petit peu de sang. Donc, ça a désenclavé un peu le caillot qui bouchait trop. Je l'ai déjà expliqué dans une autre vidéo que j'avais faite, c'est que c'est comme quand il y a un bouchon sur une autoroute et que progressivement les gens prennent des sorties pour aller reprendre la route, hein, l'autoroute un peu plus loin, bah, ça désenclave progressivement, ça baisse la pression. Et donc progressivement, il y a une petite quand même, comment dire? Un petit passage qui s'est fait. Oui, il y a eu un petit passage de sang qui a pu se faire autour du caillot et qui l'a progressivement bouffé. Et après, il est parti. Combien de temps a duré ton hospitalisation en tout? Bah, 2 mois, parce qu'en fait, j'ai fait réanimation, soins intensifs, et ensuite, j'ai basculé dans le service de neurologie avant, au bout de 2 mois, d'être orientée vers mon premier centre de rééducation. Avant de parler de la rééducation, j'aimerais savoir, en tant que témoin d'une personne qui est en train de faire un AVC, comment on peut détecter les premiers symptômes et qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là? Les premiers symptômes, on commence quand même à bien en parler, c'est une hémiplégie, hein, c'est-à-dire que la moitié du corps se paralyse, donc bah, ça va passer par un abaissement au niveau
de la bouche, par exemple, du côté gauche ou du côté droit. Tout dépend de quel côté ça arrive au niveau du cerveau. Le bras droit ou le bras gauche qui ne bouge plus. Le fait de tomber, hein, parce que voilà, il y a la jambe droite ou la jambe gauche qui ne fonctionne plus. Il y a aussi une désorientation, une forme d'aphasie, c'est-à-dire que la personne, d'un seul coup, tu vas voir qu'elle elle perd complètement ses mots. Voilà. Et les premiers signes, c'est vraiment pour moi de lui demander de lever les deux bras. Si tu vois que la réponse c'est qu'elle te lève un seul bras, c'est que voilà, il y a l'AVC. D'accord. Donc là, la première chose à faire, c'est d'appeler le 15. Juste après l'accident, quelles séquelles avez-vous eues? Donc au départ, comment dire, j'étais en fauteuil roulant, donc incapacité à marcher, hein. J'avais aussi trouble de l'attention, de la mémoire, donc une grosse fatigue. Donc en fait, les peu de temps que j'avais à pouvoir échanger avec quelqu'un, je retombais à me mettre à dormir, quoi, ça me fatiguait énormément. Il y a eu une surveillance aussi au niveau de la déglutition, hein, parce que quand tu es paralysé de la moitié de ton corps, forcément, ça touche aussi une partie pour aider à la déglutition. Donc, surveillance à ce niveau-là. Quoi d'autre? Est-ce que j'ai tout? Ouais, l'attention, la mémoire. Et puis, au niveau motricité, vu que la moitié du corps était complètement paralysée, donc bras et jambes, et incapacité à pouvoir marcher. D'ailleurs, ils ne pensaient pas que j'allais pouvoir remarcher. Donc après votre hospitalisation, vous êtes allé dans un centre de rééducation. Pour que l'on s'en rende compte du chemin parcouru, est-ce que vous pouvez nous dire combien de temps a duré votre rééducation dans le centre et nous raconter un moment marquant ou décisif de cette période? Oui, je vais essayer. Donc, la rééducation a duré 13 mois. Donc, à savoir qu'au départ, je suis arrivée en fauteuil roulant, évidemment. Et pour moi, le moment décisif, une petite, comment dire, ce que je peux raconter, c'est la première fois où j'ai voulu descendre en rééducation, hein, avec mon prof, enfin kiné plutôt. Et en fait, où je suis arrivée debout. Vous étiez entraînée toute seule de votre côté? Oui, parce qu'en fait, quand j'étais encore en service de neurologie, juste avant de partir en rééducation, j'ai voulu un truc tout bête, c'était d'aller aux toilettes toute seule. Donc, de mon lit aux toilettes toute seule. Donc, j'ai voulu me lever et je me suis cassé la gueule, mais grave. Parce que, évidemment, quand en fait, si tu veux, j'étais dans la capacité de me rappeler comment on faisait pour passer le pas. Et en plus, ça marchait pas. Donc, me mettre debout, oui. Mais le fait d'essayer de passer le pas, casser la gueule comme une merde, et vu que je n'avais pas le droit de me lever, il a fallu que je me hisse comme une limace, tu vois, avec d'un seul bras en plus au lit, et que je remonte sur le dessus. J'y suis arrivée. Et quand je suis arrivée en rééducation, en fait, ce qu'ils avaient fait, c'est que pour essayer quand même le but, c'était de me remettre debout. Ils m'avaient mis une grosse attelle qui me montait jusqu'au-dessus du genou, hein, pour aider à ce que le genou soit bloqué, parce qu'au départ, j'avais même pas ce qu'on appelle le verrouillage du genou. Donc, même si tu essayais de me mettre debout, le genou, il était tout mou, quoi. En fait, il se pliait, ça partait en live. Et en fait, quand je suis descendue de ma chambre à la salle de kiné, en fait, je suis sortie de mon fauteuil et je me suis mise debout avec ma béquille, avec ma grosse attelle, et voilà. Et là, tout de suite, en bas à l'ascenseur, m'attendait le kiné qui m'a engueulée en me disant, mais qu'est-ce que vous faites debout, madame? Ce premier jour, c'est justement pour vous apprendre à vous mettre debout. Donc, il a fallu que je me remette illico dans mon fauteuil. Qu'est-ce qui a été le plus compliqué pour toi pendant cette période? Beaucoup de choses. Mais la première, ça a été de voir que j'étais plus capable de me mettre debout et de plus me rappeler en plus de comment on marchait. Donc, j'ai passé beaucoup de temps quand j'étais en fauteuil à me mettre dans l'entrée du centre de rééducation et à regarder les patients ou les familles qui arrivaient pour regarder comment elles faisaient pour marcher. Est-ce que tu as eu droit à un soutien psychologique à ce moment-là? Oui, heureusement, oui, oui. Oui, parce que en fait, entre tout ce que je vivais, je me rappelais plus. En fait, si tu veux, quand je me suis réveillée en soins intensifs, je me rappelais plus que je devais me séparer de mon ex-mari. J'avais tout oublié. Et, euh, et en fait, Tu te rappelais que tu avais un mari et trois enfants ou pas? oui, 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 ça, je m'en rappelais.
Mais j'avais zappé la partie où voilà, on devait se séparer, je devais partir de mon domicile. Et je comprenais pas pourquoi. Bah, je voyais mon ex-mari, mais il était très froid, très voilà, pas de bisous, pas voilà, je comprenais pas. Et en fait, bah, quand je suis arrivée dans le premier centre de rééducation, c'est lui qui m'a fait une grosse piqûre de rappel en me disant, mais tu te rappelles pas, on devait se séparer. Et là, d'un seul coup, ça a fait comme waouh, décapage au niveau du cerveau. Je me suis tout rappelé, repris dans la figure et je dis, ah oui, c'est vrai. Donc là, il y a eu le soutien psychologique aussi pour me reconstruire de ce côté-là, avancer, prendre les bonnes décisions et puis la confiance en moi et l'acceptation de l'handicap. Et Et, ça a été très long. et justement, au niveau de la confiance en soi, j'imagine que c'est compliqué au début d'accepter son corps après un AVC. Euh, comment tu l'as vécu et qu'est-ce qui t'a aidé à l'accepter? Aujourd'hui, oui, je l'accepte, mais au départ, pas du tout. Pour moi, il y avait deux Morganes, il y avait la partie droite et la partie gauche. Donc, la partie droite, c'était moi, elle fonctionnait, donc voilà, c'était moi, mais la partie gauche, voilà, j'en voulais pas, quoi. Et en fait, ben, dans mon deuxième centre de rééducation, parce que j'en ai fait deux, parce que dans le premier, je trouvais que je récupérais pas assez vite. J'avais une psychomotricienne, si tu veux, pour m'aider à récupérer au niveau de la motricité. Et en même temps, bah, elle m'a fait travailler, elle me mettait sur une table et elle me passait un ballon sur tout le corps pour que je me réapproprie mon corps en entier, si tu veux, pour retrouver des sensations, même sur le côté gauche, que je ne sentais plus, évidemment. Et ça a été le premier pas pour avancer, quoi. Et accepter ce côté gauche, plus toute la psychothérapie qui a duré longtemps, plus de 4 ans, voire même 5 ans. Voilà. Parce que la confiance en soi, déjà que j'avais pas beaucoup confiance en moi avant l'accident, et ben ça te remet un grand coup là, tiens. Et donc ouais, plus confiance en moi. En plus, vu que bah, les premiers pas que je faisais entre l'appareillage, la façon de marcher et tout, bah, je me voyais comme un petit monstre, quoi. En plus, le bras voilà, gauche qui fonctionne pas, ouais, un petit monstre. Donc la totale, voilà. Et ça, bah, ça a été long, 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 long. J'ai commencé à reprendre confiance en moi quand je suis rentrée dans l'association APF Transhandicap, où là, en fait, ils m'ont donné la chance d'être à nouveau utile pour d'autres personnes handicapées. Et vu que bah, du coup, ça m'a donné de l'importance, entre guillemets, et ben, progressivement, ça m'a redonné confiance en moi. Donc, ça fait pas si longtemps que ça que j'ai repris confiance en moi et où je suis à nouveau pleinement moi, quoi. Justement, depuis combien de temps tu es représentante au sein d'un groupe de parole d'APF France Handicap et qu'est-ce que ce groupe de parole t'apporte? Donc, en fait, je suis rentrée à APF France Handicap, ça va faire 4 ans, où je suis représentante départementale de la Loire. Et j'ai créé ce groupe Une vie après l'AVC, ça va faire bah, seulement depuis le mois d'octobre, en fait. C'est très récent. Et ce groupe de parole, je l'ai fait pourquoi? C'est que en fait, après un AVC, j'aurais aimé pouvoir rencontrer d'autres personnes comme moi qui avaient fait un AVC. Dans les centres de rééducation, j'en ai vu deux, trois. Bon, la plupart du temps, c'était des vieux. Pardon. Ou voilà. Et donc, bah, je comprenais pas qu'est-ce que je faisais au milieu de tout ça, quoi. Et je rencontrais pas d'autres personnes comme moi qui avaient vécu ça et qui auraient pu partager leur savoir, leur ressenti, par où ils étaient passés et comment se relever de tout ça. Et ça, j'aurais vraiment aimé l'avoir. Et du coup, ben, vu que moi, je m'en suis relevée, ben, je voulais aider les autres, tout simplement. J'ai ce côté-là, peut-être parce que je voulais être infirmière aussi, je sais pas, vouloir aider les autres. Et qu'est-ce que ça apporte? C'est plutôt positif parce que du coup, c'est vraiment un groupe d'échange, d'entraide où on se réunit, au départ, bien sûr, on se présente pour connaître notre passé, notre passif, voilà, par où on est passé. Mais ensuite, c'est vraiment faire des sorties, se rencontrer, se donner des petits, comment dire, des petits trucs, tu vois, comme bah là, j'en ai une, voilà. Ça fait seulement depuis l'année dernière où j'ai des chaussures orthopédiques, parce que j'ai trouvé un très bon, j'ai Alizé là sur One qui a un vraiment bon centre d'orthopédiste qui fait des chaussures vraiment sympas où on se retrouve pas avec des trucs, comment dire, qui fout la honte, entre guillemets. Et du coup, bah voilà, j'ai transmis l'info et ne serait-ce qu'encore avant-hier, bah, j'ai accompagné l'une des femmes de mon groupe pour faire ces nouvelles chaussures orthopédiques. Voilà, parce que pour moi, c'est très important quand même qu'on ait une présentation où on ne voit pas que la personne handicapée, qu'on voit aussi la personne qu'on est, voilà. Et que l'handicap arrive après, entre guillemets. Et
vous vous retrouvez toutes les semaines, tous les mois avec le Covid, j'imagine que ça a été plus compliqué. Bah, avec le confinement, là, ça a été arrêté, suspendu. La prochaine réunion, j'ai dû la repousser au 22 mai, vu que je fais ça une fois par mois. Et en plus, bah, là, cette fois-ci, je fais ça. À chaque fois, je fais des thèmes différents, ce que j'ai découvert en discutant avec les autres personnes victimes d'AVC, elles aimaient tout ce qui était sophrologie, lithothérapie, tout ce qui est médecine parallèle pour se relever, entre guillemets. Moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé, la sophrologie. Et du coup, bah, tu vois, j'ai fait différentes réunions, j'ai fait sur la sophro, sur la lithothérapie. Et là, la prochaine, c'est avec un hypnothérapeute qui va intervenir pour faire découvrir l'hypnose. Est-ce que tu peux brièvement nous expliquer ce que c'est la sophrologie et la lithothérapie? Oui, donc bah, si je commence par la lithothérapie, c'est la médecine par le biais de ce que peut apporter les pierres, les minéraux. Voilà, où chacune ont des caractéristiques différentes. Donc, on peut travailler la confiance en soi, l'énergie, la vitalité, les douleurs aussi. Et puis sur la sophrologie, donc c'est vraiment atteindre comment dire, c'est pas un seuil d'endormissement, mais c'est vraiment un peu se déconnecter de la réalité pour vraiment voir ce qui se passe à l'intérieur de nous. Donc on va travailler par le biais de la respiration, voilà, faut savoir que la plupart du temps, on respire énormément par le côté thoracique. Et en fait, tu peux vraiment t'apaiser, baisser le stress, par exemple, en respirant par le ventre. Donc voilà, c'est vraiment atteindre je trouve pas le terme, un autre état de, Un état de bien-être déjà, oui, hein, c'est ça, et on travaille vraiment d'apaisement. sur le bien. Ouais. Moi, personnellement, la première chose, pourquoi j'ai fait de la sophrologie, c'est que, en fait, le côté paralysé, donc le côté gauche, chez moi, me donne beaucoup de douleurs neuropathiques au quotidien. Et en fait, en faisant la sophrologie, vu que je passe sur un autre état de conscience, voilà, c'est le terme que je cherchais, bah, du coup, j'arrive à me déconnecter de cette douleur pendant ma séance de sophrologie. Est-ce que, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est les douleurs neuropathiques? Alors, les douleurs neuropathiques, en fait, c'est-à-dire que ben, je comparais ça un petit peu à ce que tu sais, le membre fantôme, quand une personne, quand tu es paralysé comme moi et d'autres sur la moitié de ton corps, ben moi, en fait, j'ai un effet de comme si j'avais les doigts dans la prise et les pieds dans la prise au quotidien. Donc, ça donne voilà, de l'électricité quotidiennement dans les membres qui ne fonctionnent plus ou mal. Et ben voilà, par biais de la sophrologie, la lithothérapie, ben, on arrive quand même à soulager ce type de douleur. Et c'est des disciplines qui sont prises en charge une fois qu'on est dans la vie quotidienne, sorti du centre de rééducation? Donc, sur les douleurs neuropathiques comme moi, j'ai un traitement, oui, donc médical, hein, mais bon, ça ne fait pas effet, hein, ça n'a jamais fait effet. Ça a pas, enfin, ça me permet pas de plus en avoir, en tout cas. Tandis que bah, la sophrologie, non, bah, en tout cas, ça ne fait pas partie de ce que notre système de santé peut rembourser, ou peut-être par les mutuelles, je ne sais pas, moi, ce n'est pas mon cas. Mais en tout cas, après, tu peux apprendre à y faire par toi-même. On a quand même sur YouTube des personnes, des chaînes qui proposent des séances d'hypnose ou de sophrologie. Et du coup, bah, ça coûte rien de les écouter. D'accord. Et si tu veux bien, on va parler du regard des autres. Comment tu vis le regard des autres? Est-ce que tu as déjà eu des remarques désobligeantes face à ton handicap? Alors, des remarques désobligeantes, je dirais non, mais beaucoup de curiosité, surtout au départ où vraiment je me déplaçais très très mal et puis beaucoup appareillée au niveau de ma jambe gauche. Et du coup, où les personnes se disaient, mais madame, qu'est-ce qui vous est arrivé? Vous vous êtes fait renverser. Tu vois, ils se questionnaient sur pourquoi quelqu'un de jeune comme moi, enfin voilà, qu'est-ce qui m'était arrivé, quoi. Et ensuite, c'est le regard des autres au niveau du questionnement enfin, chez les adultes, surtout, là, il y a de la curiosité qui, comment dire, c'est pas de la curiosité, ouais, je sais pas si c'est de la pitié. Et ça, les premiers temps, c'est difficile à gérer. Je vois, j'ai des personnes qui ont un regard pas blessant, mais ça peut être compliqué. Maintenant, je l'ai beaucoup moins parce que voilà, j'ai des chaussures orthopédiques, ouais, je boite, ouais, j'ai la jambe euh, j'ai le bras qui marche pas et j'ai la jambe où je boite, mais voilà, du moment où, bah, moi j'aime bien dire bonjour, je suis quelqu'un de très souriante et d'ouverte aux autres.
Et du moment où tu vois, je dis bonjour, la personne me regarde complètement autrement. C'est comme si je disais, ah ouais, non, mais en fait, elle n'est pas teubée, quoi. Oui, ça les rassure en fait. Oui, je pense que ça la rassure parce que bah, du coup, l'image qu'on renvoie ne correspond pas à qui nous sommes. Voilà, il y a beaucoup d'a priori. Et moi, je veux faire baisser les a priori. Puis j'adore ça, quoi. Voilà. Justement, c'est quoi les idées reçues sur les personnes qui ont eu un AVC et les choses les phrases les phrases qui t'agacent le plus? Non, au départ, les a priori, je dirais que bah, c'est vu que ça arrive au cerveau, donc bah, voilà, ça peut pour certains penser que ça touche notre intelligence. Moi, dans mon cas, non, ça n'a pas touché mon intelligence. Mais bon, bah, j'ai eu malheureusement un divorce très compliqué où mon ex-mari a essayé d'utiliser en disant qu'en fait, j'étais devenue voilà, une grosse bécasse, bébête, incapable d'élever mes enfants. Heureusement que j'ai eu un corps médical qui m'a fait passer les tests neuropsy, voilà, même psychiatre. Je suis aussi passée devant un psychiatre pour voir comment j'avais réagi face à cet accident. Et en fait, bah, tout attestait que malgré le traumatisme, voilà, j'étais une personne très bien, enfin, voilà, qui allait bien. Et au niveau intellectuel, malgré ma fatigabilité, j'ai l'intelligence d'une femme de mon âge qui n'a pas eu d'accident, donc c'est plutôt positif. Ouais. C'est-à-dire que j'arrive à être aussi intelligente que malgré un quart du cerveau qui a été bouffé, quoi. Oui, c'est plutôt très positif. Ouais, ouais, je pense que j'étais surdouée avant. Et donc, comme vous l'avez dit, vous avez 3 enfants. Quel âge ils avaient au moment de votre AVC et est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu comment ils ont vécu les choses et comment surtout vous avez fait pour assumer votre rôle de maman malgré tout? Donc, au moment de mon accident, donc, mes enfants avaient 13 ans, 9 ans et 10 ans. Et bah, ça a été compliqué pour eux parce qu'ils ont eu peur de perdre leur maman. Voilà, donc la peur. Et ensuite, bah, vu que ça a été très mal expliqué, voilà, il y a un divorce où je ne les ai pas vus pendant 2 ans et demi. Voilà, moi j'ai eu peur en tout cas de plus être vue comme leur maman. Voilà, voilà, j'avais peur de leur faire honte. C'est bête à dire, mais voilà, j'avais peur de leur faire honte en étant handicapée, en fauteuil et tout. Et en fait, bah, c'est tout l'inverse qui s'est produit, c'est que bah, quand je les ai retrouvés, au contraire, ils ont vu une maman qui était battante et ils sont très fiers de moi aujourd'hui. Ils ont 21 ans, 18 ans et 16 ans. Donc voilà, c'est complètement plus du tout le même regard qu'au début. Parce que ben, un accident, ça doit être expliqué aux enfants. Et moi, dans mon cas, ça n'avait pas été expliqué. Donc, il faut savoir qu'au départ, bah, je ne pouvais plus conduire. Voilà. Donc, pour les emmener à l'école, compliqué. Euh, En plus, aussi au niveau, au départ, attention et tout, bah, même, enfin, si tu veux, juste après mon accident et au sortir de mon premier centre de rééducation, c'était même compliqué de faire les devoirs avec eux parce que j'étais quand même, il faut savoir que je n'arrivais plus à compter. C'était très compliqué parce que vu que ça touchait mon attention, si tu veux, si je me disais 6 plus 6, j'avais déjà oublié le premier chiffre. Voilà, donc je ne savais plus quoi additionner. C'est pas que j'étais devenue bébête, c'est que j'oubliais, donc voilà, j'arrivais plus à faire. Donc bah, pour tout ce qui était les conduire à l'école et tout, bah, j'avais pris une auxiliaire de vie, donc quelqu'un qui m'aidait, qui venait les chercher et qui les emmenait à l'école. Et puis bah, pour les devoirs, pareil, cette femme m'aidait pour les accompagner, enfin, pour faire les devoirs avec eux. Et puis après, bah, à force de travailler avec une orthophoniste, j'ai pu réapprendre à savoir compter, à retrouver mes mots, à avoir un champ lexical beaucoup plus complet. Et après, tout est revenu. Et j'ai pu repasser aussi mon permis, donc avec une voiture équipée, c'est-à-dire une automatique avec une boule au volant. Donc, bah, je redevenais autonome, donc je pouvais les conduire, j'étais libre. Mais voilà, il a fallu trouver des ajustements, on va dire. Donc, compliqué au départ de se ressentir dans son rôle de maman, en tout cas dans mon cas. Ta chance, c'est qu'ils étaient relativement grands et autonomes, enfin plus ou moins autonomes. Ah oui, j'aurais eu à changer les couches ou leur donner le bain, des choses comme ça aurait été la cata, hein, franchement. Qu'est-ce qui a été le plus dur à réapprendre? À réapprendre, c'est à remarcher déjà. À remarcher, à refaire travailler la mémoire correctement. Ça a été long, vu qu'avec l'orthophoniste, j'en ai eu pour 6 ans. Et,
Et puis, bah, sur la confiance en soi, ça, c'est très long. Et c'est pas fini, hein. Voilà, j'ai beau, voilà, je suis une femme rayonnante, on me voit comme une battante, mais voilà, c'est encore à travailler pour me ressentir pleinement comme les autres. J'ai la chance d'avoir quand même maintenant beaucoup de monde autour de moi. Et même quand je suis très dure avec moi, tu vois, même quand je perds mes mots ou que j'oublie quelque chose, chaque fois, moi, j'y ramène, je me rabaisse en disant c'est lié à mon accident ou autre. Et bah, mes amis autres me disent, mais non, nous aussi, ça nous arrive d'oublier. Voilà, en gros, tu es comme nous, quoi. Te tracasse pas. Et ça fait du bien. Et puis, bah, sur le regard des autres, bah, la confiance en soi et tout, bah, j'y travaille de je me sens bien maintenant actuellement parce que justement avec ce groupe que j'anime, bah, du coup, ça me valorise. Et puis j'ai tellement de retours positifs. Enfin, ce que j'essaye de donner, si tu veux, en gros, je le reçois en centuple et ouah, ça fait du bien, quoi. Et aujourd'hui, est-ce que tu continues des prises en charge au quotidien? Non. Non, j'ai plus rien. Par contre, bah, moi, je fais ma petite séance de sophro tous les jours, hein. Comme certains vont faire leur sieste, moi, je vais faire ma petite séance de sophro en début d'après-midi. Et après un AVC, je pense qu'il y a les médecins, ils disent souvent qu'on récupère beaucoup pendant la première année et qu'après c'est plus compliqué. Et toi, ton avis de patiente sur ça, est-ce qu'aujourd'hui tu récupères encore des choses? Est-ce qu'il y a des choses encore qui reviennent même plusieurs années après ou pas? La récupération se fait vraiment dans les 2 premières années, je dirais, surtout au niveau motricité, et même au niveau de l'attention, au niveau de la mémoire, voilà. Mais après, ce qui revient plus loin, c'est plus le fait de réapprendre à vivre un peu comme tout le monde. On trouve encore des techniques après plusieurs années. Je sais pas, par exemple, cuisiner d'un seul bras. Voilà, on a quand même maintenant du matériel pour pouvoir y arriver. Comme tu vois, par exemple, moi j'ai une planche à découper spéciale où je peux éplucher mes légumes, les découper. Voilà, il y a des clous, donc je peux planter mes fruits ou légumes pour les découper. Voilà, maintenant je suis complètement autonome. En plus, j'ai toujours été une maman qui cuisinait beaucoup. Et maintenant, bah, je recuisine comme avant. Et est-ce que dans ta vie quotidienne, il y a des choses que tu peux pas faire? Oui, c'est pour ça que j'ai une aide à domicile comme repasser. Parce que j'ai tenté, hein, parce que j'aime bien, j'ai toujours été quelqu'un de volontaire dans le sens de tester quand même avant de demander de l'aide, parce que je déteste demander de l'aide. Ça, c'est pour moi, c'est me rabaisser. Donc, là, le repassage, j'ai lâché. Parce que repasser d'une main, bah, tu fais plus de plis qu'autre chose. Donc, ouais, j'ai une aide à domicile pour ça, par exemple, puis changer mes draps aussi. Tu vois, tout ce qui est housse de couette et tout, autant j'arrive à y enlever, mais alors ils remettent dedans, donc c'est la galère pour remettre la couette. Donc voilà, elles m'aident pour le repassage et puis changer mon lit. Et puis même, enfin, il y a autre chose aussi qui m'aide, c'est le lave-vaisselle. Parce que bah, faire la vaisselle d'une main, il faut pas aimer sa vaisselle. Enfin, je veux dire, faut pas avoir des beaux verres ou voilà. Parce que je peux vite faire, je fais, hein, mais voilà, je peux faire des bêtises, on va dire. Tandis que le lave-vaisselle, il travaille beaucoup mieux que moi. Quel conseil tu donnerais à une personne qui vient d'avoir un AVC et quel conseil tu donnerais à ses proches? Alors, au niveau de la personne elle-même, bah, il faut quand même savoir que bah, je vais lui conseiller d'avoir beaucoup de force, de se battre pour récupérer. C'est très lourd, c'est compliqué, ça te demande beaucoup d'énergie. Il faut y croire. Voilà, il ne faut pas non plus écouter ce que le corps médical peut te dire. Tu vois, comme le fait, moi, la marche, en gros, le corps médical me disait que je n'allais pas pouvoir remarcher et j'ai jamais voulu les écouter. J'ai été, comme je l'ai déjà dit dans d'autres interviews, une très mauvaise patiente, à vouloir essayer de me lever même quand je n'avais pas le droit de me lever. Et mon conseil, c'est ça, c'est d'être un très mauvais patient, c'est de se battre sur ce que nous, on croit qu'on va pouvoir atteindre. Moi, le but, Oui. c'était de redevenir comme avant. On ne redevient pas comme avant. Ça, c'est aussi quelque chose que j'essaye de faire comprendre et que je veux faire comprendre aux victimes d'AVC. Vous ne pourrez pas redevenir la personne que vous étiez. Et ça, c'est le plus dur à accepter, c'est qu'il faut faire le deuil de la personne qu'on était. Et en fait, il faut savoir que découvrir la personne qu'on devient, et c'est une sacrée belle personne parce que c'est une battante, un battant ou une battante. Est-ce que vous êtes plus heureuse maintenant ou avant votre accident? Alors, je suis quelqu'un de plus heureuse qu'avant. La seule chose qui me manque, c'est bah, au niveau de la mobilité, tu vois. Je ne vais pas me dire que d'être handicapée, je ne vais pas dire youhou, c'est génial, allez, venez tous handicapés, vous verrez, c'est le top. Non, c'est la merde.
Parce que voilà, j'aimais danser. Maintenant, je danse comme un éléphant. Voilà, bon, je danse quand même parce que j'adore ça. Mais voilà, ce qui me manque, c'est ma liberté de mouvement quand même. Le fait de prendre plaisir, tu vois, je suis quelqu'un qui adore marcher et maintenant marcher, je le fais, heureusement, mais je prends pas le même plaisir qu'avant parce que ça reste une difficulté, voilà, à passer le pas, voilà, c'est lourd. C'est la seule chose qui me manque, mais sinon, heureuse, oui, parce que ben, j'adore la personne que je suis devenue, j'ai beaucoup plus de caractère. Avant, j'étais quelqu'un qui disait oui à tout et, euh, et qui passait après les autres. Maintenant, ben, ça m'a appris à me respecter aussi, à prendre en compte qui je suis. Donc, ouais, j'adore la nana que je suis devenue parce que, ouais, elle rayonne, elle est bien et ça, c'est cool. Est-ce qu'il y a des moments où tu arrives à oublier ton handicap? Oui, des courts moments, mais maintenant, ça m'arrive et ça, c'est kiffant, ouais. C'est des courts moments où, du coup, je suis tellement heureuse ou bien que, du coup, bah, tu vois, j'oublie. Même en marchant, tu vois, si je suis avec quelqu'un avec qui je discute bien ou voilà, bah, j'oublie. Et ça fait du bien. Et c'est vrai qu'on en a pas parlé, enfin, j'ai pas posé la question avant, mais aujourd'hui, du coup, quels sont tes plus gros séquelles de cet accident? La grosse séquelle, c'est vraiment mon bras, ma jambe et la fatigue chronique. Non, je disais le bras, autant j'arrive à vivre avec, c'est-à-dire même si je ne peux plus du tout l'utiliser parce que je peux même pas ouvrir ma main, j'ai des injections. Bah en fait, je fais tout vu que j'étais droitière déjà à la base, je fais tout avec mon bras droit, même attacher mon pantalon ou voilà. Donc j'ai tout appris à refaire avec une main, c'est pas difficile, mais c'est la jambe, voilà, ça reste encore. Même si maintenant j'ai des chaussures orthopédiques, je marche quand même pas mal, mais en plus je refais du vélo. Si tu veux, je fais partie d'une expérimentation qui s'appelle Curagé, ça s'écrit Curage. Et en fait, c'est une start-up qui permet aux personnes handicapées de refaire du sport comme tout le monde. En fait, on fait ça sous électrostimulation, c'est-à-dire qu'on a des électrodes qui envoient de l'électricité sur les muscles du côté paralysé, enfin, sur les membres paralysés. Et ça permet, là j'ai commencé par faire du rameur et actuellement je fais sur du vélo. Et du coup, bah, en fait, tu vois, sur un vélo, en fait, avant, enfin, j'arrivais pas à monter la résistance du vélo parce que le fait de devoir, au niveau du pédalier, j'arrivais pas avec ma jambe gauche à relancer le pédalier. C'était la jambe droite attachée qui relançait le pédalier. Et bah là, du fait qu'il me lance de l'électrostimulation sur le côté gauche, du coup, il y a une contraction qui s'effectue au moment de pouvoir passer le pédalier. Je le fais. Donc, tu vois, là, encore avant-hier, bah, j'ai fait 10 km à vélo, quoi. Et tu sens une amélioration sur ton quotidien? Parce que j'imagine que ça muscle la jambe affectée. Oui, c'est ça, c'est le but. Donc, au quotidien, est-ce que je ressens quelque chose? Je ressens que ma jambe est encore plus lourde qu'avant. Ça, c'est pas très drôle. Mais bon, bah, vu que quand même, ils font des tests, ils voient que je récupère en force. Donc, bon, c'est positif, ouais. Et tu fais du sport combien de fois par semaine? Donc ça, je le fais une fois par semaine et à côté de ça, je fais comment on appelle ça, du step à la maison, voilà, et de la marche. Oui, non, c'est un combat de tous les jours. Pour se... C'est Pour un se... combat au quotidien, il faut pas lâcher, il faut rester dynamique, sportive, même si on n'a pas envie, même si c'est compliqué, il faut le faire. Moi, ton activité au sein de APF France Handicap, c'est une activité professionnelle ou c'est bénévole? non, c'est tout bénévole. Là, vu que je suis élue, j'ai juste le remboursement de mes frais. Voilà, mais sinon, non, je suis en invalidité et je reste bénévole. De toute façon, j'ai essayé, je pensais que, tu vois, même en créant mon premier groupe pour les victimes d'AVC, je pouvais me mettre en auto-entrepreneur, parce que moi, le but, c'est de faire des groupes dans tous les départements. Et bah, je m'aperçois avec les recherches que j'ai faites, puis en demandant à l'assistante sociale de mon association, qu'est-ce qui se passerait pour moi, en fait, si tu veux, rien que le fait de me mettre auto-entrepreneur, je perds directement 700 euros, donc c'est impossible. Après, je ne vivrai plus qu'avec très peu d'argent, donc je peux pas. Donc je reste invalide, en invalidité et bénévole à côté, même si j'ai toujours rêvé de redevenir salarié. Et si tu avais la possibilité de revoir la Morgane qui vient de se réveiller dans son lit d'hôpital après son AVC, qu'est-ce que tu lui dirais?
Je lui dis garde confiance, tu vas voir, la vie est belle après. De quoi tu es le plus fier aujourd'hui? Et bah, d'avoir pu surmonter cet accident parce que franchement, c'est vraiment un tsunami dans une vie parce que ça prévient pas, c'est comme un accident de la route ou voilà. Ça te tombe dessus, tu te réveilles handicapé, tu captes pas ce qui s'est passé et voilà, tu es mise à terre. Il faut te relever et te relever, bah, c'est compliqué. C'est pour ça qu'avec les coupes AVC, c'est vraiment transmettre cette énergie positive de tout ce qui est bon qui peut arriver derrière, pouvoir partager avec les autres pour leur donner confiance et que vraiment ils se disent, ouais, moi aussi je peux y arriver, la vie va être belle après. C'est pour ça que j'ai appelé ça une vie après l'AVC, parce qu'il y en a une et elle est sympa. On arrive à la fin de mes questions. Est-ce que tu as un livre, un podcast ou un film, une musique qui t'a aidé et dont tu as envie de nous parler? Alors attends, là tu me poses une colle. Un film que j'aime beaucoup, c'est Avatar. Et ainsi que, comment il s'appelle c'est la personne handicapée là, avec Omar Sy. Intouchable? Intouchable, ça c'est top. Parce que ça rend vraiment que tu dois, même, je relève sur les amis, parce qu'il faut savoir qu'après un AVC, tu perds une partie de tes amis, parce qu'il y en a enfin, qui n'étaient pas en fait des amis. Pourquoi? Parce que certains n'acceptent pas l'handicap. C'est compliqué, parce qu'au départ, on dit, vas-y, tu vas y arriver, tu vas récupérer. Et puis, bah, t'as beau te battre comme un lion, bah, il y a des choses que tu peux pas récupérer. Et là, ils te lâchent. Parce qu'ils acceptent pas de voir que, bah oui, tu es handicapé. Donc, et ce que je veux transmettre, c'est qu'à travers Intouchable, bah, tu vois, la personne qui s'occupe de la personne handicapée, ce qui est bien dans ce film, c'est en tout cas, Omar Sy ne voit pas la personne handicapée comme une personne handicapée, elle la considère comme quelqu'un de valide, normal. Et c'est vraiment ce qui est beau et c'est ce qu'il faut faire, quoi, voilà. Est-ce que tu as une citation ou un mantra qui te motive au quotidien? Que la force soit avec toi, Il faut se le dire tous les jours. c'est ça, Maître Yoda. Puis la vie est belle. Mm. Est-ce qu'il y a un sujet dont on n'a pas parlé et dont tu as envie de nous parler? Peut-être, oui, 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 pour toutes les femmes victimes d'AVC. Parce que ça m'a marqué même dans le groupe que j'anime, voilà, dont une, voilà, ça te touche tellement en tant que femme profondément dans ta confiance en soi que j'en ai qui n'ont même pas réussi à avoir une vie de couple ou à être maman, à devenir maman. Voilà, parce que bah, le fait d'aller vers l'autre, les hommes en majorité ne veulent pas d'une femme handicapée. Et en plus, quand toi-même tu te vois handicapé et que tu n'as pas confiance en toi, bah, d'aller vers l'autre, bah, voilà. Donc ça, c'est un sujet quand même à évoquer, à échanger pour que les femmes qui ont eu un AVC aient confiance en elles et puissent se dire qu'elles peuvent séduire et avoir une vie comme toutes les autres. Et plus personnellement, au niveau de votre vie sentimentale, vous arrivez à parler de votre AVC facilement? Est-ce que vous en parlez rapidement? Comment vous gérez ça? Maintenant, oui, mais après, si tu veux, après mon accident, ma séparation et tout, j'avais tellement honte de moi qu'il fallait que je mette un filtre. J'étais pas quelqu'un qui traînait les bars ou qui allait en soirée. De toute façon, j'étais trop fatiguée pour faire ça. Et bah, par où je suis passée, c'était par les sites de rencontres. Et ça, c'est la cata. Donc, je racontais pas tout de suite. Tu sais, sur la photo, sur les photos, on voit pas que je suis handicapée. C'est après, voilà, au moment où tu sais que tu vas rencontrer la personne, au fait, ouais, voilà, il faut que je te dise quelque chose, je suis handicapée. Et là, tu as pas mal du coup, de rencontres qui se faisaient pas, quoi. D'un seul coup, tac. Non, tandis que maintenant, enfin, déjà, de toute façon, tout ce qui est site de rencontre, niet. La vraie rencontre est mieux. Et puis non, enfin, j'ai eu entre autres une rencontre où bah, c'était le fait de la personne a vu que bah, quand je marchais, bah, je boitais. Et c'est justement ce qui l'a attiré dans le sens de dire, mais qu'est-ce qui est arrivé à cette femme? Et en fait, bah, pour m'interpeller, bah, ça a été, mais qu'est-ce qui vous est arrivé, quoi? Donc, du coup, bah, là, ce qui a créé la rencontre, entre guillemets, encore plus, c'est bah, finalement, moi, ça a été l'AVC. Donc, tu vois, c'est des petites choses comme ça où, voilà, maintenant, ça fait partie de moi, quoi. Et puis, bah, c'est pas forcément aussi ce qu'on voit de moi en premier, quoi. Un bel exemple de résilience et de faire de son handicap une force. Exactement. Et quand on arrive à faire ça, bah, on a tout réussi. C'est bon. Oui. C'est bon, mais ça prend du temps. Qu'est-ce que l'on peut te souhaiter pour l'avenir? Qu'est-ce que l'on... Bah, de continuer à être heureuse et à transmettre
C'est vrai qu'après l'AVC, il y a une vie et il y a vraiment une très belle vie. Donc, le but, à me souhaiter, c'est que je puisse le transmettre à le plus de monde possible et que les personnes me contactent pour, si elles veulent que voilà, je fasse des réunions dans leur ville ou autre, qu'elles n'hésitent pas. Parce que plus j'aurai de monde, là, tu vois, j'ai fait un groupe sur Rouen, là, je vais en faire un second sur Saint-Étienne. Et le but, après, c'est d'en faire un autre à Aurillac. Là, je sais qu'il y a l'Isère qui est aussi intéressée. J'ai même aussi un contact du côté de Montélimar. Donc, Mais donc ces groupes de parole-là, ça n'existe pas. non, il n'y en a pas. Non, Donc, non, je suis innovatrice. les gens ont un AVC, ils rentrent chez eux et voilà. Et voilà, ça se termine là. C'est pour ça que j'étais rentrée à APF France Handicap parce que c'est une association qui est ouverte à tout type d'handicap, où il y a des groupes déjà qui existent dedans, des groupes, si tu veux, de sortie. Mais avec le temps, moi, je m'apercevais que voilà, j'ai beau être ouverte à tout type d'handicap, il me manquait en fait de rencontrer vraiment des victimes d'AVC comme moi. Donc, j'ai voulu aller les chercher. Parce que du coup, non, sinon, ça n'existait pas, quoi. Et c'est bien dommage parce que ça permet tellement, quand on est entre nous, d'aplanir le côté, voilà, oui, on a eu un AVC, on a tous des séquelles différentes. Parce que si tu veux, les seuls groupes qui existaient, c'était au niveau de l'AVC, c'était les groupes pour aphasiques. Mais je suis désolée, on n'est pas tous aphasiques. Donc, personnellement, je ne me retrouvais pas dans ce type de groupe, quoi, parce que ce n'était pas, en tout cas, l'une de mes séquelles. Pour ceux qui ne connaissent pas ce terme, ça veut dire quoi, aphasique? Donc, aphasique, c'est ceux qui, à la suite d'un AVC, ou entre autres, ou d'un autre accident, ont un trouble au niveau de l'élocution de la parole. Donc, certains n'arrivent même plus du tout à parler. Les phrases se font dans leur tête, si tu veux, mais la communication entre la pensée et que ça sort par la bouche, ça ne se passe pas, quoi. D'accord. Et donc, si des personnes sont intéressées, comment elles doivent te contacter? Je mettrai tout dans les notes de l'épisode, mais est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui est le plus facile pour te contacter? Donc, pour me contacter, il y a 2 systèmes. Vu que j'ai fait un flyer, ça, je peux te le faire passer. Donc, il y a mon téléphone personnel ou le numéro de la délégation APF France Handicap de Saint-Étienne qui ensuite me renvoie les personnes qui contactent. D'accord, bon, je mettrai tout ça dans les notes de l'épisode. Ouais. Morgane, je continuerai à poser des questions pendant des heures, mais je me dis que c'est déjà pas mal ce qu'on a déjà réalisé. J'espère. Donc, merci beaucoup et C'est moi qui te remercie, Pauline. bonne continuation dans tes projets et à bientôt. Et à très bientôt. Merci beaucoup, Pauline. Merci à Morgane pour sa confiance et merci à vous tous pour votre écoute. Si vous souhaitez en savoir plus sur Morgane, APF France Handicap et les groupes de parole qu'elle organise, vous pouvez aller jeter un œil dans les notes de l'épisode. Enfin, si comme Morgane ou mes invités précédents, vous avez eu un pépin et que vous avez envie de le partager avec nous, n'hésitez pas à me contacter par mail à pépinpodcast@gmail.com. Dernière petite chose, si vous avez 2 minutes devant vous et que vous appréciez le podcast, n'hésitez pas à partager l'épisode autour de vous, à vous abonner ou à laisser un commentaire pour me donner vos impressions. Je vous serai éternellement reconnaissante. À très vite pour un nouvel épisode.